Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par le cabinet CBA. Je vous rappelle que nous sommes un cabinet d'avocats fiscalistes et en droit des affaires et nous accompagnons des dirigeants d'entreprises, des entreprises et des particuliers sur leurs choix fiscaux, leur acquisition, leur cession d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme qui a beaucoup été attaqué par la jurisprudence au cours des dernières années, c'est le régime de l'intégration fiscale. Alors, le régime de l'intégration fiscale apparaît dans le Code général des impôts, aux articles 223A et suivants du Code. C'est un régime, si on souhaite simplifier, qui va permettre d'agréger les résultats fiscaux de plusieurs sociétés pour déposer qu'une seule liasse fiscale où on pourra notamment compenser les bénéfices d'une structure avec les déficits de l'autre structure. Donc, c'est un régime particulièrement adapté aux groupes de sociétés. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'intégration fiscale? L'idée, c'est d'aller vraiment sur les points saillants et voir l'intérêt de ces mécanismes-là. Vous décidez d'acheter une entreprise, vous allez donc acquérir cette entreprise par le biais d'une holding ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation que vous détenez. Et pour pouvoir imputer notamment les intérêts d'emprunt et permettre un remboursement plus facile, vous allez donc être quasiment dans l'obligation de faire une intégration fiscale. On aura donc la société qui achète et la société achetée, ce qu'on appelle la cible, qui vont être en intégration fiscale. Autre possibilité, c'est que vous êtes tout simplement dans un groupe de sociétés où vous avez une société d'exploitation. À un moment, vous avez créé une holding et puis vous avez décidé de créer des filiales parce que vous avez une filiale qui va, par exemple, au niveau de la holding, gérer le marketing, une autre qui va gérer tout ce qui est la logistique. Souvent, on voit de plus en plus une société qui va gérer l'Internet. Et même s'il y a une totale autonomie dans les structures et ce qui est recherché, on va aller chercher une globalité fiscale, un ensemble, pouvoir agréger les résultats de toutes ces structures. Donc, on va utiliser l'intégration fiscale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intégration fiscale n'est pas propre aux gros groupes, aux seules multinationales. On a eu des développements importants du régime de l'intégration fiscale. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, l'intégration fiscale. Et puis, comme je le dis souvent à mes clients, l'intégration fiscale, c'est la première marche vers la consolidation. Parce que quand vous voulez consolider au sein d'un groupe les résultats, sortir un bilan consolidé, même si vous n'avez pas d'obligation légale de le faire, la première étape, c'est souvent d'agréger fiscalement et donc l'intégration fiscale fait partie de ce mécanisme-là. Donc, l'intégration fiscale est vraiment adaptée aux groupes de sociétés, permet des rachats de sociétés, même lorsqu'on n'a qu'une seule société, et ça va avoir un intérêt fiscal quand même important. On a souvent dit que le seul intérêt fiscal, et d'ailleurs je vous l'ai présenté comme cela, de l'intégration, c'était de compenser les pertes et les gains de filiales différentes. Il se trouve que lorsque je regarde la structuration, par exemple, de la clientèle de mon cabinet, les sociétés qui sont en intégration fiscale le font très, très rarement pour compenser des déficits. C'est plus dans le cadre de relations intragroupes, pour sécuriser fiscalement les relations intragroupes, qu'on va utiliser l'intégration fiscale. Même si cet avantage a été un peu réduit par la loi de finances pour 2020, puisqu'on a décidé de déneutraliser au sein de l'intégration fiscale les abandons entre sociétés. Donc, quel est le champ d'application de l'intégration fiscale? On doit d'abord être à l'impôt société et, élément extrêmement important, à l'impôt société selon un régime réel d'impôt.
pas un régime simplifié. Alors, on le voit, nous, lorsqu'on récupère des dossiers, on est souvent en contact avec l'administration qui nous dit, mais on ne comprend pas, votre client est au régime simplifié. Parce qu'effectivement, lorsqu'il a créé sa holding ou lorsqu'il a décidé de faire l'opération, personne n'a fait attention au régime qui était celui de la structure. Donc, obligation d'être à l'impôt société sur un régime réel. J'ouvre la parenthèse, on analyse souvent et on compare l'intégration fiscale à la transparence fiscale dans des groupes, et notamment le fait d'avoir, par exemple, une société en nom collectif transparente aura les mêmes effets que l'intégration fiscale. Alors là, moi, je dis attention. Pourquoi? Parce que dans l'intégration fiscale, nous avons des sociétés totalement indépendantes les unes des autres. Si un jour une filiale est amenée à déposer le bilan, il n'y aura pas d'incidence juridique normalement, hein, d'incidence juridique pour la holding. Lorsqu'on est en SNC, qu'on a une holding qui est une SNC, effectivement, on a une transparence fiscale, mais on a aussi une transparence sur les pertes. Et il m'est arrivé au cours de mes 20 années, même un peu plus, de conseils en qualité d'avocat, de voir notamment une fois un gros groupe du CAC 40 qui a failli passer à la trappe à cause d'un régime fiscal où on avait d'abord réfléchi fiscalité par une SNC au lieu de réfléchir juridique et fiscal et de passer par l'intégration fiscale. Donc, lorsqu'on vous dit, mais tout compte fait, j'arriverai à un mécanisme aussi simple par la SNC, oui, mais j'ai une transparence juridique qui est extrêmement dangereuse. Donc, on revient au champ d'application. On a vu qu'il nous faut des sociétés à l'IS au régime normal. Après, on a une détention. La détention doit être au minimum de 95%. Alors, je ne vais pas rentrer dans des calculs mathématiques, mais la détention peut être directe ou indirecte, horizontale ou verticale. Donc, si vous êtes dans des situations un peu compliquées, il faut consulter un avocat fiscaliste qui, lui, pourra vous dire si effectivement vous remplissez la condition de 95%. Autre élément important, il faut, pour faire une intégration, par définition, avoir les mêmes dates d'ouverture et de clôture d'exercice. La problématique, on la voit souvent lors du premier exercice d'intégration fiscale, parce qu'on a créé une structure sans véritablement faire attention. Donc, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est à partir de quand je vais bénéficier de l'intégration fiscale et est-ce que toutes mes structures vont bien remplir les conditions de date d'ouverture et de clôture identiques et notamment des 95%. Il y a de vrais sujets, ça serait dommage de perdre une année et aussi de mettre à plat l'intégration fiscale. Pourquoi? Parce que l'intégration fiscale, c'est une option. C'est une option qui doit être faite par la société mère, envoyée à l'administration fiscale. Alors, on avait l'habitude de dire que c'était dans les 3 premiers mois de l'ouverture de l'exercice. Il se trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est en réalité avant le dépôt, la date limite de dépôt de l'alias fiscal. Donc, néanmoins, je garde en souvenir et j'impose à mes clients les 3 premiers mois pour être certain que tout soit fait dans l'ordre et donc la capacité que toutes les filiales aient donné leurs accords. On peut avoir des signataires très différents et signer la totalité des documents et envoyer en recommandé AR à l'administration fiscale. Il y a un formalisme sur l'intégration fiscale. Si vous ratez ce formalisme, ben, vous êtes bon pour repartir l'année d'après. Le problème, c'est que lorsqu'on envoie une option à l'intégration fiscale et qu'on s'est raté, souvent on ne s'en rend pas compte ou on ne réalise pas l'année d'après, mais ça peut mettre en jeu plusieurs années. Donc, ça, c'est vraiment un élément important de pouvoir prendre conscience et bien respecter la totalité du formalisme de l'intégration fiscale. Alors,
Vous me direz, mais l'intégration fiscale, comment elle se traduit dans un groupe de sociétés? C'est tout simplement un contrat. On va signer une convention d'intégration fiscale. On a l'habitude de dire qu'il y a trois types de conventions fiscales, A, B et C, selon qu'on va plutôt répartir la charge de l'impôt uniquement en haut ou la répartir sur les structures. Alors, c'est même un peu plus compliqué que ça. Basiquement, et on va dire 90% des conventions d'intégration fiscale font référence ou se réfèrent uniquement à la convention type A. Attention aux conventions type. Je sais que nous, au cabinet, on fait régulièrement évoluer la rédaction de nos conventions en fonction des décisions de jurisprudence qui sortent ou de l'évolution législative. Donc, n'allez pas chercher ou faites attention si vous êtes en intégration depuis des années. Là, par exemple, nous, on vient de réécrire totalement une convention d'intégration pour un groupe qu'on conseille qui est en intégration depuis plus de 20 ans. Quand on prenait la convention qui s'appliquait, on avait quand même beaucoup de mal. Donc, ne pas hésiter à faire des avenants, à modifier la convention, c'est tout à fait légal pour qu'elle soit adaptée au cadre actuel. Donc, le choix est quand même un élément important parce que souvent, nos clients ne comprennent pas les différences sur les types de conventions d'intégration. Donc, souvent, on leur fait des simulations pour leur expliquer quelle va être l'incidence. On a eu une étape, notamment sous François Hollande, où on a vu avec le crédit d'impôt compétitivité que la notion des crédits d'impôt était extrêmement importante. Or, les conventions fiscales, pendant longtemps, n'en parlaient qu'à titre accessoire. Donc, pendant cette période, nous, on a vraiment calé nos conventions pour pouvoir gérer les crédits d'impôt. Il se trouve que les crédits d'impôt pouvaient être situés, on pouvait être amené à les conserver sur la société mère et pas obligatoirement les faire descendre sur les filiales, alors que leur existence était liée aux filiales et aux salariés des filiales. Donc, on a quoi? On a une convention d'intégration qui va être approuvée, signée par la totalité des sociétés qui sont dans l'intégration. Alors, au début, maintenant, tous les ans, on a un niveau de participants qui peut varier parce qu'on a vendu une société, parce qu'on a décidé de racheter une nouvelle. Donc, il faut notifier ces informations à l'administration fiscale annuellement. Sur ce formalisme, je pense que là, on a vu les éléments quand même essentiels sur lesquels vous devez porter une attention particulière. Sur la détermination du résultat fiscal. Alors, c'est malheureusement pas une simple addition. On le voit trop souvent, nous. Hein. Lorsqu'on audite l'intégration fiscale, on se dit, ils ont fait quoi? Ils nous ont juste additionné. Et comment on le repère? C'est que l'intégration fiscale, on a dans les liasses propres au groupe, on va avoir l'alias où on a tout additionné, puis on a un certain nombre d'annexes de retraitement. Lorsqu'on n'a aucun retraitement, le doute surgit chez nous. On se dit quand même, le groupe est super propre pour qu'il n'y ait pas de modification de l'alias d'origine. Il y a quand même un aspect un peu suspect. Alors, l'aspect suspect, c'est que faut soit un cabinet d'expertise comptable, soit un DAF extrêmement compétent. Et nous, on invite souvent les DAF à suivre des formations sur l'intégration fiscale, pas obligatoirement pour la faire entièrement, mais pour comprendre ce mécanisme de l'intégration fiscale en détail. Ce que je ne vous détaillerai pas, bien évidemment, aujourd'hui en une trentaine de minutes, mais il y a un certain nombre de retraitements importants. Les retraitements importants, on va les trouver souvent au niveau des intérêts d'emprunt, de la problématique de sous-capitalisation et des conventions ou des relations intragroupes. Je m'explique.
Vous êtes en intégration fiscale parce que un fonds d'investissement est rentré, vous avez levé beaucoup de dettes, vous avez des vrais sujets de non-déductibilité d'intérêt d'emprunt, indépendamment de tout ce qu'on peut connaître sur le Charas ou d'autres dispositions. Donc là, il faut vraiment se poser et faire des calculs. Nous, on a certains clients où le calcul, on n'arrive pas en moins de 2 jours de travail sur des tableurs Excel. Donc, il peut vraiment avoir des incidences. Première chose. Deuxième chose, la problématique de la sous-capitalisation. Alors, la sous-capitalisation en fiscalité a évolué avec la loi de finances pour 2020. J'ai un petit doute si ce n'est pas 2019, mais parce que le Covid est passé par là. Et notamment, on s'est calé sur le régime allemand de la sous-capitalisation. Donc, élément important, ça on le voit également souvent lorsqu'on a des fonds d'investissement. On a une structure de tête qui est particulièrement sous-capitalisée et donc on va avoir la remise en cause d'un certain nombre, on va dire un certain nombre de réintégrations fiscales. Et puis, le dernier élément, ce sont les relations intragroupes. Alors, les relations intragroupes, avant, lorsqu'on avait des abandons, lorsqu'on avait de la facturation intragroupe, on ne regardait pas trop parce que de toutes les manières, tout se compensait. Il se trouve que par la loi de finances pour 2020, l'administration fiscale est venue indiquer qu'il devait avoir une réintégration sur certaines opérations intervenant entre la mère ou les filles ou même entre filles. Donc, c'est un vrai sujet parce que, à l'origine, souvent dans les groupes de sociétés, on a une problématique d'animation. L'animation, à l'origine, on l'avait même pour des questions d'impôt sur la fortune. Ça a disparu, mais on l'a encore pour les pactes du trade. Donc, il fallait que la holding soit animatrice. Donc, la holding facture des sommes à la FI au titre de l'animation, souvent au titre de la présidence de la FI ou des filles. Et puis, on a des montants qui peuvent varier et qui sont extrêmement importants. Pour éviter les remises en cause sur ces montants, on rentrait dans le mécanisme de l'intégration fiscale en se disant naturellement, je facture 100 000 alors que ça vaut 50 000, mais ce n'est pas grave, je suis en intégration fiscale, personne ne va venir me chercher. Il se trouve que par la dernière loi de finances, celle de 2020, pas 2021, l'administration a décidé qu'il fallait maintenant réintégrer un certain nombre d'opérations et d'abandons. Donc, le régime d'intégration est un peu moins favorable à ce niveau-là. Il faut toujours faire très, très attention aux flux financiers. Moi, je vois sur les contrôles fiscaux, on va dire des sociétés d'une certaine taille, la problématique de facturation des flux, de l'animation, c'est 25% des redressements. Donc, intégration, oui. Attention derrière aux différentes opérations qu'on va déneutraliser. Dernier élément quand même en termes de déneutralisation, ça serait toute cession d'actifs entre sociétés du groupe. Il faut également faire attention à ces mécanismes-là pour pouvoir être un peu cohérent. Dernier élément, une fois qu'on a dit ça, l'intégration, elle peut durer des années. On a une option, puis on va dire qu'elle va se renouveler, qu'elle va perdurer dans le temps. On peut être amené, suite à une cession ou à une scission dans un groupe, à renoncer à l'intégration fiscale. Alors à ce moment-là, avant d'y renoncer, on se pose. On va prendre la totalité des liasses liées à l'intégration. On va notamment regarder comment on a géré les déficits. Et puis, on va se dire, mais quelles sont les incidences? C'est jamais neutre de sortir d'une intégration fiscale. Et encore une fois, lorsque on nous envoie un dossier, on nous explique, je sors de l'intégration fiscale, mais ça n'a aucune incidence fiscale, on y croit quand même très, très moyennement. On se dit que les personnes n'ont pas vu qu'il y avait des sujets à aller chercher.
Euh, je vous donne un exemple parce qu'on n'a pas trop parlé de la gestion des déficits dans l'intégration fiscale. Il y a un grand principe qu'il y a lieu de retenir, c'est que les déficits antérieurs à l'intégration ne sont jamais imputables sur l'intégration fiscale. Je vous donne un exemple. On a une société filiale qui qui a un déficit de 500 000 euros en année N-1, puis un déficit de 500 000 euros en année N. Année N étant la première année de l'intégration fiscale. Les 500 000 euros de l'année N, elle va pouvoir les imputer au titre de l'intégration fiscale. Les 500 000 euros de l'année N-1, il va falloir attendre qu'elle fasse du bénéfice, qu'elle impute ce bénéfice sur ses propres déficits avant de rentrer le bénéfice dans le cadre de l'intégration fiscale. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on va vouloir sortir de l'intégration fiscale, il va falloir refaire le travail en arrière et voir si et dans quelle mesure on va remettre en cause ces mécanismes-là. Le grand principe de l'intégration fiscale, c'est que au cours d'un cycle d'intégration fiscale, on peut être amené à revoir tout, tout ce qui a été déduit et donc le réintégrer. Si ça s'est passé précédemment au cycle d'intégration fiscale, ce que j'appelle par cycle, c'est la première durée, vous n'avez pas à les remettre en cause. Donc, vous faites toujours de l'intégration fiscale, mais vous avez prolongé votre intégration fiscale il y a 2 ans. Si vous sortez immédiatement, on va regarder uniquement les 2 années. Voilà sur les éléments essentiels que je voulais vous communiquer. Dernier point, le contrôle fiscal. Alors, on voit quand même que l'administration fiscale a beaucoup de mal avec les groupes intégrés. Parce que souvent, elle ne se soucie pas du groupe intégré, elle se soucie de la filiale. Or, elle peut être dans l'obligation de notifier les informations auprès de la société mère qui intègre la totalité des filiales. Il y a très souvent, on va dire même souvent, puisque il y a souvent des erreurs de la part de l'administration qui peuvent être à l'origine de vices de procédure. Donc, il faut, dans ces cas-là, laisser faire comme bien souvent l'administration fiscale, puisque de toutes les manières, sur un contrôle, c'est elle qui a la main. Et puis après, se poser les questions, se dire, est-ce que ça peut être un axe de défense sur la forme, indépendamment du fond sur lequel on est intervenu. Voilà sur les sujets principaux dont je voulais vous parler. Donc, on fait bien attention sur la création du groupe intégré, qu'on remplisse bien les conditions. La notion d'exercice et la durée d'exercice est très importante. Alors, souvent, on a des exceptions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre avocat fiscaliste pour qu'on puisse vous répondre. Et puis, il y a la vie même de l'intégration fiscale tous les ans. Il y a notamment le suivi des déficits. Nous, très souvent, on voit des erreurs sur ça parce que ça reste quand même extrêmement théorique au départ et puis extrêmement pratique à la fin. C'est-à-dire qu'il faut savoir remplir une liasse d'intégration fiscale. C'est pas quelque chose qui s'acquiert spontanément. Donc, voilà sur la présentation et le webinaire du jour. J'espère que je vous aurai éclairé sur ce régime que j'apprécie particulièrement, qui a souvent été contesté par la communauté européenne et par la Cour de justice des communautés européennes. Dernier élément, c'est toujours intéressant. Une des dernières décisions, ces dernières années, elle doit remonter à 3 ans, a permis de faire baisser le taux d'imposition des dividendes au sein de l'intégration fiscale, puisqu'ils sont taxés aujourd'hui à hauteur d'1% de la quote-part de frais et charges, et pas au régime à 5%. Et voilà les éléments essentiels que je pouvais vous donner.
Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.